il construisit un orphelinat pour protéger les enfants, jusqu'à ce que le sanctuaire exige ces mêmes enfants en sacrifice. Bienvenue sur Véritable Conte Africain, où les histoires prennent vie. Où les histoires prennent vie. Le chef Agou Bata était le genre d'homme dont la présence apaisait l'atmosphère. De son vivant, son nom était synonyme de bonté, à l'état pur. Ni bruyant, ni théâtral, juste constant. Chaque décembre, son manoir de Hilltop Estate débordait d'orphelins venus manger, danser et repartir avec des vêtements neufs et des enveloppes bien garnies. Pour les enfants, il était oncle chef, l'homme qui n'oubliait jamais leur nom ni leurs rêves. À ses côtés se tenait Rosemary, son épouse depuis 19 ans, douce, chaleureuse et belle d'une beauté discrète, qui apaisait même les étrangers. Après des années passées avec un seul enfant, Shima, qui étudiait au Canada, le couple consacra son amour aux enfants sans famille. Il visitait souvent les orphelinats, payait les frais de scolarité, faisait des dons. Leur maison racontait l'histoire de leur générosité. Des photographies encadrées d'enfants qu'il parrainait ornaient les murs. Et dans le salon était accroché un grand portrait du chef et de Rosemary, entouré d'orphelins souriants. Alors, lorsque le chef annonça qu'il allait créer une fondation pour les enfants défavorisés, toute la communauté se réjouit. En quelques mois, un vaste complexe s'éleva. Un lieu avec des salles de classe lumineuses, des dortoirs et une aire de jeux colorés. Cela ressemblait moins à un projet qu'à une promesse. Lors de l'inauguration, la ville fut transformée. Chefs traditionnels, politiciens, artistes et leaders communautaires remplissaient les lieux. Vêtu d'un agbada blanc et de perles de corail, le chef marchait main dans la main avec Rosemary, tandis que les enfants dansaient pour les accueillir. Son discours était simple mais puissant. Ces enfants ne sont pas des fardeaux, ce sont des avenirs qui attendent de briller. Les applaudissements furent tonitruants. Dès le soir, les journalistes qualifièrent déjà la fondation Agou Bata de fierté de la région. Et naturellement, l'admiration grandit. Les gens commencèrent à murmurer qu'un homme avec un tel cœur devrait être au pouvoir. Si quelqu'un comme le chef nous dirige, disait-il, peut-être que ce pays changera enfin. La suggestion se répandit rapidement, non pas parce que le chef recherchait le pouvoir, mais parce que les gens lui faisaient confiance. Ils croyaient en sa compassion sincère, en la pureté de ses intentions et en la nécessité de son leadership. Et face à ce chœur de voix grandissant, le chef Agou Bata se retrouva au seuil d'un nouveau chapitre. Un chapitre qui allait mettre à l'épreuve tout ce qu'il avait construit. Au début, il en rit. Mais à mesure que les éloges se faisaient plus insistants, la vision qui l'animait se précisait. Il imaginait des hôpitaux reconstruits, des écoles restaurées et des enfants, comme ceux de sa fondation, bénéficiant d'un avenir prometteur. Son épouse, Rosemary, le soutenait sans réserve. « C'est peut-être la prochaine mission que Dieu te confie », lui dit-elle un soir, un sourire de fierté aux lèvres. C'est ainsi qu'il se lança en politique. Il avançait avec une confiance tranquille. Ses discours étaient inspirants, son parcours irréprochable et ses intentions sincères. Partout où il allait, les gens brandissaient des banderoles à son effigie en criant « Notre Père, notre Sauveur, le chef Agou Bata pour gouverneur ». Sa popularité se propagea comme une traînée de poudre.
Mais le chef apprit bientôt ce que les vieux politiciens voulaient dire, lorsqu'ils affirmaient que la politique n'était pas faite pour les âmes pures. C'était un monde différent. Un monde de manipulation, de trahison et d'accords secrets conclus en pleine nuit. Il croyait que sa bonté gagnerait les cœurs. Mais en politique, les cœurs s'achètent. Ils ne se gagnent pas. Lors de sa première élection, tout semblait parfait. Ses rassemblements étaient bondés. Même ses adversaires feignaient de le respecter. Mais la nuit des résultats, tout bascula. Les urnes disparurent, les chiffres furent falsifiés. Et, avant l'aube, les médias annoncèrent la victoire d'un autre homme. Un homme dont le chef savait qu'il était à peine capable de lire un discours en entier. Il accepta la défaite avec dignité, du moins au début. « Le temps de Dieu est le meilleur », dit-il à sa femme. Mais au fond de lui, une blessure persistait. Il vit le nouveau gouverneur, un homme sans compassion, dilapider les fonds destinés aux pauvres. Lors de la deuxième élection, le chef se battit avec encore plus d'ardeur. Il a dépensé plus, mené une campagne plus large et fait confiance à des personnes auxquelles il n'aurait pas dû. Encore une fois, la même histoire. Trucage, manipulation, trahison. Ce soir-là, le chef Agubata s'est enfermé dans son bureau, fixant la télévision tandis que son adversaire célébrait sa victoire. « Alors la bonté ne sert à rien dans ce pays », murmura-t-il amèrement. Pour la première fois de sa vie, la colère a remplacé la foi. L'homme qui croyait autrefois que la charité pouvait changer le monde a commencé à penser que peut-être, juste peut-être, le pouvoir ne se gagnait jamais avec des mains propres. Il est resté assis en silence cette nuit-là, son visage faiblement éclairé par la lampe dorée de son bureau. L'air était lourd de frustration. 2 élections perdues, 2 rêves brisés. Les mêmes hommes qui l'avaient aidé, des hommes qui étaient venus à sa fondation mendier des dons, se moquaient maintenant de lui dans son dos, le traitant de 500 cervelles. C'est alors que le chef Onowi, son parrain politique, est venu lui rendre visite. L'homme plus âgé était en politique depuis des décennies, rusé, influent, craint. Il est entré avec son sourire narquois habituel et un verre de cognac à la main. « Agubata, » dit-il en s'installant dans un fauteuil, « tu es trop pur pour ce jeu. La politique n'est pas une œuvre de bienfaisance. On ne gagne pas en nourrissant les orphelins. » Le chef leva lentement les yeux. « Mais les gens m'aiment, monsieur. Vous l'avez vu vous-même. » Onowi ricana en secouant la tête. L'amour ne compte pas dans les bureaux de vote. Le pouvoir ne se donne pas. Il se prend. Pendant que tu t'occupes de charité, tes adversaires achètent des circonscriptions, font taire les fonctionnaires et font des sacrifices nocturnes pour sceller leur victoire. Agubata fronça les sourcils. Des sacrifices? Vous voulez dire des rituels? Appelez ça comme vous voulez, dit Onowi en sirotant sa boisson. Dans ce pays, personne ne s'assoit sur le siège du gouverneur sans en payer le prix. Certains paient en argent, d'autres en loyauté, et d'autres encore en sang. Plus tôt tu comprendras cela, plus vite tu t'élèveras. Le chef se pencha en arrière, mal à l'aise. Je ne peux pas aller jusque-là, monsieur. Mon succès a toujours été le fruit d'un travail acharné et de prières. Onowi sourit faiblement. Et où cela t'a-t-il mené? 2 élections perdues, des millions envolés, le respect qui s'estompe. Laisse-moi te dire la vérité. Tes adversaires ne prient pas plus que toi. Ils paient plus que toi. Les mots le piquèrent un instant. La pièce sembla se rétrécir. Onowi poursuivit. Il y a une façon de faire cela proprement. Je peux vous présenter au cercle. Ils aident les hommes sérieux à réussir. Pas de scandale, pas de révélation.
Vous n'avez qu'à faire votre part et le pouvoir sera à vous. Le chef Agubata hésita. Quel genre de part? Le vieil homme se leva en boutonnant son agbada. Vous le saurez le moment venu. Pour l'instant, dites-t-il simplement oui. Oui à ce Cette que nous nuit-là, avons parlé. après le départ de son parrain, le chef resta seul, déchiré entre tout ce qu'il avait défendu et tout ce qu'il pensait désirer. Le chef Agubata ne dormit pas cette nuit-là. Les paroles de son parrain résonnèrent dans sa tête longtemps après son départ. Le pouvoir ne se donne pas. Il se prend. Au matin, il avait l'air différent. Fatigué, agité, mais déterminé. Il appela le chef Onowi. « Monsieur, dit-il doucement, je suis prêt. Emmenez-moi là où les autres vont. » Ce soir-là, ils roulèrent en silence pendant des heures, laissant la ville derrière eux jusqu'à ce que la route devienne étroite et rouge de poussière. La voiture s'arrêta devant une forêt dense. Des hiboux ululaient au loin, et une légère odeur d'huile de palme brûlée flottait dans l'air. « Sommes-nous arrivés ?» demanda nerveusement le chef. Onowi hocha la tête. « À partir d'ici, vous marchez. Il n'aime pas les voitures. » Deux hommes vêtus de tuniques blanches les guidèrent le long d'un sentier jusqu'à une hutte ronde éclairée par des bougies rouges. Au centre se trouvait une marmite fumante sur un feu doux. Et à côté, un vieil homme, torse nu, aux yeux perçants comme ceux d'un faucon. Il sourit faiblement. « Vous cherchez la couronne. » Le chef Agubata hocha la tête, les paumes moites. L'homme trempa son doigt dans la marmite et traça d'étranges marques sur le sol. « Pour siéger au siège du pouvoir, dit-il, vous devez donner ce dont le pouvoir se nourrit. Du sang assez innocent pour parler en votre nom. » Le cœur du chef battit la chamade. « Je ne comprends pas. » Onowi parla doucement à côté de lui. « Le féticheur Baba parle des enfants. Agubata, ceux de votre fondation. Ils vous font confiance. C'est ce qui rend le sacrifice puissant. » La tête du chef tourna. « Les enfants, mes enfants, ceux que je nourris. » Le féticheur Baba leva lentement les yeux. « Vous les avez bien nourris. Laissez-les maintenant nourrir votre destin. Leur sang criera votre nom avant l'aube et le trône s'ouvrira. » Le chef recula. « Non, ce n'est pas possible. » Onowi lui attrapa l'épaule. « Écoute-moi. Chaque gouverneur, chaque sénateur, chaque homme important que tu vois là-haut a fait pire. Tu crois qu'ils prient tous pour remporter la victoire? Le pouvoir exige des preuves. » La voix du féticheur Baba s'éleva. « Tu veux gagner ou pas ?» Le chef resta figé, l'esprit tiraillé entre l'ambition et l'horreur. L'odeur du sang, la lueur des bougies, le silence de la forêt, tout pesait sur lui. Puis il sortit. Lorsque le chef Agubata sortit du sanctuaire cette nuit-là, il se sentit vide. Le son de la voix du féticheur Baba résonnait dans sa tête. « Tu les as bien nourris. Maintenant, laisse-les nourrir ton destin. » Ces mots s'accrochaient à lui comme de la fumée. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Sacrifier les enfants, ceux-là même qu'il avait vêtus, nourris et considérés comme les siens. Jamais. Il se promit qu'il préférerait mourir pauvre plutôt que de souiller son nom de sang. Pendant des mois, il se tint à l'écart de la politique. Il se consacra à sa fondation, s'occupant personnellement des enfants, finançant leur éducation et organisant des événements caritatifs. Sa femme, Rosemary, remarqua son silence, mais pensa qu'il se reposait simplement du stress politique. Chaque fois qu'elle parlait des prochaines élections, il la repoussait doucement. « Concentrons-nous sur ces enfants », disait-il, forçant un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux.
Mais le temps met les convictions à l'épreuve. À l'approche des élections, des affiches de nouveaux candidats envahirent les rues. Des hommes qui s'étaient autrefois agenouillés devant le chef Agou Bata pour obtenir de l'aide étaient désormais ses rivaux. Les mêmes personnes qui l'avaient autrefois loué se moquaient de lui dans les bars et les émissions de radio. Un homme bon ne gagne pas les élections, disait-il. Son téléphone cessa de sonner. Les membres du parti l'abandonnèrent. La nuit, il restait éveillé, fixant le plafond, pensant à tout ce qu'il avait perdu. 2 fois, il avait vu des hommes méchants et sans cœur remporter les élections par le mensonge, la corruption et le sang. 2 fois, il s'était tenu devant son peuple, souriant malgré la douleur de la trahison. La peur d'une nouvelle défaite le rongeait. Il ne pouvait pas imaginer endurer cela à nouveau. Puis, un soir, son téléphone vibra. C'était le chef Onowi. Le message était court. « Tu as encore le temps de changer ton destin. » Le chef fixa l'écran pendant un long moment. Le lendemain matin, il se retrouva sur la même route rouge menant à la forêt. Cette fois, il n'hésita pas. Lorsque le féticheur Baba l'aperçut, un léger sourire se dessina sur ses lèvres, comme s'il accueillait un fils prodigue. Les esprits savaient que tu reviendrais, dit le féticheur Baba d'une voix douce. Maintenant, l'alliance doit être scellée. 3 enfants avant la 3e lune. Ensuite, 3 chaque année pour renouveler le trône. Les mains du chef tremblèrent. De ma fondation, acquiesça le féticheur Baba. Ils sont déjà à toi. Leur confiance est ta clé. Il hocha la tête et rentra chez lui pour y réfléchir. Cette nuit-là, le chef Agou Bata ne mangea pas. Il resta seul dans son bureau, fixant les photos d'enfants qui ornaient les murs. Il pensa à leurs rires, à leurs visages innocents, à leurs petits dessins où il l'appelait « Papa Chef ». Mais à l'aube, sa décision était prise. 3 enfants de la fondation étaient inscrits pour une adoption internationale. Personne ne posa de questions. Après tout, qui oserait douter d'un homme connu pour sa bonté? Mais Rosemary le remarqua. L'absence des rires familiers dans l'enceinte de la fondation. 3 des enfants les plus brillants avaient disparu. Leurs lits étaient impeccablement faits, leurs vêtements rangés. Lorsqu'elle interrogea la directrice, celle-ci sourit nerveusement et expliqua qu'ils avaient été choisis pour une adoption internationale. Rosemary fut d'abord ravie. « C'est merveilleux, » dit-elle. « Le chef s'est-il occupé des formalités lui-même » La directrice hésita, puis hocha rapidement la tête. « Oui, madame, le chef s'est occupé de tout. » Ce soir-là, lorsque le chef rentra de la préfecture, Rosemary en parla nonchalamment pendant le dîner. « Mon chéri, j'ai entendu parler de l'adoption. Tu ne m'en as même pas parlé. 3 enfants partis comme ça. » Le chef sourit. Un sourire qui semblait forcé. Oh, c'était une opportunité de dernière minute. Certains de nos partenaires l'étranger voulaient des enfants pour un programme d'échange culturel. Je ne voulais pas t'embêter avec la paperasse. Elle hocha lentement la tête, mais ne put se débarrasser de son malaise. C'est bien alors. J'espère juste qu'ils sont entre de bonnes mains. Pourtant, derrière, se cachait une sorte de lassitude, comme celle de quelqu'un qui porte un secret trop lourd à supporter. Des semaines plus tard, les élections eurent lieu. Le peuple scandait son nom plus fort que jamais. Les résultats étaient sans appel. Le chef Agou Bata avait remporté une victoire écrasante, tandis que la foule dansait et que les feux d'artifice illuminaient le ciel. Rosemary pleurait de joie,
remerciant Dieu d'avoir exaucé leurs prières. Mais le chef Agou Bata restait immobile, souriant faiblement, car au fond de lui, il savait qui avait vraiment exaucé ses prières des mois auparavant. Le chef devint plus occupé, plus puissant, plus respecté. Son nom dominait les ondes. Son influence s'étendait au-delà de l'État. La fondation s'agrandit également, accueillant davantage d'enfants. Rosemary disait souvent avec fierté « Mon mari est une véritable bénédiction pour ce monde ». Puis exactement 1 an plus tard, elle remarqua la même chose. 3 enfants disparus. La directrice répéta la même histoire. Adoption internationale. Lorsque Rosemary posa à nouveau la question, le chef la balaya d'un revers de main en riant. « Tu t'inquiètes trop, ma chérie. Ces enfants ont de la chance. Ils grandiront dans de bonnes familles à l'étranger. C'est le rêve que nous avons toujours eu. N'est-ce pas ?» Elle soupira, laissant tomber le sujet, mais un malaise persistant demeurait. La 3e année, le schéma se répéta. Chaque anniversaire de son élection apportait la même annonce. 3 enfants adoptés à l'étranger. Le personnel apprit à ne pas poser de questions. Les dossiers disparaissaient discrètement. Un frisson la parcourut. Elle attrapa son téléphone et appela rapidement la directrice. La femme répondit au 2e appel, d'une voix ensommeillée. « Bonsoir, madame. »« Bonsoir, madame Ngozi », dit rapidement Rosemary, essayant de paraître calme. « S'il vous plaît, je viens de remarquer que le chef est passé à la maison ce soir. Est-ce que tout va bien? Que fait-il là-bas » La directrice hésita. « Ah, oui, madame. Il est venu. Il a dit qu'il voulait emmener personnellement les 3 enfants sélectionnés pour l'adoption internationale. Il avait des papiers, madame, et des escortes de sécurité. Il nous a dit que c'était urgent, que l'agence d'adoption attendait déjà dans la ville voisine. » La poitrine de Rosemary se serra. « 3 enfants ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, madame. Les mêmes qu'il a approuvés la semaine dernière. Il a dit que vous le saviez déjà. » Nous arrivons à la fin de cette partie de l'histoire. Si vous voulez savoir ce que Rosemary a découvert cette nuit-là et ce qui est arrivé au chef, abonnez-vous à cette chaîne. La suite arrive bientôt. Et voilà, notre histoire du jour s'achève ici. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines histoires. Elles arrivent très bientôt. À vous, mes fidèles abonnés, un immense merci pour votre soutien, vos partages et vos commentaires. Vous êtes ma véritable force. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.